Bonsoir et merci d'être là. Merci à la Maison d'Architecture d'avoir rendu possible cette venue et cet échange dans un lieu, dans un beau lieu quand même. Alors, excusez-moi. Nous allons parler d'architecture frugale, heureuse et créative, mais pas que. Et avant d'y arriver, je vais faire un petit détour en métropole, on va dire, comme ça, et après on verra les différences dans le temps que l'on aura pour se parler. On va dire que de 1997 à 2007, il s'est passé un temps très positif pour les questions de l'environnement, depuis l'arrivée de la notion de haute qualité environnementale jusqu'à la loi Grenelle. Et puis en 2008, il y a eu la crise des subprimes, et de façon catastrophique, les enjeux environnementaux sont passés à l'as. Dans les projets architecturaux et urbains, quand il faut faire des économies, c'est sur la dimension environnementale que l'on rogne. Et donc j'avais arrêté pendant 10 ans de rappeler 2-3 petits principes de base, mais là je le fais systématiquement parce que c'est pas encore gagné, même si de plus en plus on sent bien que la conscience partagée est de plus en plus forte. Mais voilà, 10 petites diapos de rappel à la situation et aux enjeux, et aussi de rappel quant à la responsabilité des architectes et des urbanistes. Nous sommes de plus en plus nombreux, et nous serons encore plus nombreux demain. Nous sommes de plus en plus nombreux, mais pas répartis d'une façon très équitable sur une Terre finie. Nous sommes de plus en plus nombreux sur une planète dont on connaît les bords, et notre façon d'être sur cette planète ressemble un peu à une piscine chinoise, assez inéquitable. Ceux qui savent nager ont de l'eau, ceux qui ne savent pas nager n'ont pas d'eau, et puis ceux qui savent nager pensent que ceux qui sont si nombreux et qui ne savent pas nager sont peut-être trop nombreux, et qu'il faudrait peut-être penser à ce qu'ils soient moins nombreux. Bien sûr, cette inéquité est impensable. La Terre nous appartient à tous, et il n'est pas question que l'on évite ce partage de la Terre. Alors, on sait que la Terre est finie, on sait qu'elle a une surface et une capacité qui lui appartient en propre, on le sait depuis longtemps. En 1931, le philosophe Paul Valéry, dans un livre qui s'appelait « Regard sur le monde actuel », disait « Le temps du monde fini commence ». Et ce que le philosophe comprend dans les années 30, les scientifiques vont le montrer dans les années 60. 68, c'est le Club de Rome qui est créé, qui est en fait, on va dire, un peu le premier think tank à propos de l'environnement. Le Club de Rome est créé et demande au MIT, le Massachusetts Institute of Technology, de Cambridge, de faire un rapport sur l'état de la planète qui va s'appeler The Limit to Growth. En français, ça a été traduit par Halte à la croissance, point d'interrogation. Dans cet ouvrage, qui est rendu public en 1972, il est très clairement écrit: il ne peut pas y avoir de croissance infinie sur une Terre finie sans problème écologique majeur. On le savait depuis 1972, il me semble qu'on le sait quotidiennement aujourd'hui. Et si on le sait, et aussi parce qu'on le ressent. Vous voyez, ce diagramme commence en 1880. 1880, c'est le moment où on rassemble les données quant aux températures. Et donc, la partie rouge, c'est celle où nous sommes aujourd'hui, on va dire le 21e siècle. Les 17, les 18, voire les 19, on le verra assez rapidement, me semble-t-il, les 18 années les plus chaudes depuis 1880, on vient de les vivre ensemble. C'est toutes les années du début du 21e siècle. Et nous le savons, nous le vivons, et les assurances le payent, puisque le montant des dégâts remboursés par les assurances issus des problèmes climatiques ou catastrophes naturelles a finalement une courbe de croissance qui est assez proche de celle de la température. Alors ça vient d'où? Ça vient du fait que depuis 2 siècles, depuis que le modernisme a été promu comme notre manière d'être au monde, nous avons surconsommé la planète. Et cette image où vous avez peut-être reconnu que c'est une décharge à ciel ouvert, cette image, elle n'est pas en Inde, elle n'est pas en Colombie, elle n'est pas je ne sais pas où, ailleurs. C'était une image qui venait de métropole.
c'est la décharge à ciel ouvert de la communauté de communes de Marseille. Ça s'appelait la décharge d'Entresens. Elle a été fermée il y a 7 ans maintenant, après un très gros combat de l'Europe pour la fermer. Cette image n'existe plus comme réalité, mais elle existe comme symbole et comme sacré foutu symbole. Regardez bien. Là, ça n'est plus une terre, c'est que des déchets. Là, ça n'est plus une nature, c'est un dérèglement complet du vol des oiseaux. Et ça, c'est une machine. Et la machine apporte tous les jours, et plusieurs fois par jour, et la machine en question, le petit train, là, il était long, presque comme la pièce. En fait, la Terre nous donne absolument tout. J'ai tendance à penser même qu'elle nous donne la vie, en tout cas qu'elle nous permet de respirer, de manger, de boire, d'être là, tous ensemble. Et qu'est-ce qu'on lui rend? Ça. Essentiellement des pollutions, des déchets, etc. Bien sûr, tout le monde peut faire dans sa vie quotidienne quelque chose pour réduire cet impact, pour réduire l'empreinte écologique de chacune de nos vies. Mais quand je regarde ça, et quand je me demande mais qu'est-ce que l'humanité pourrait rendre à la Terre, simplement à l'égal de la vie qu'elle nous donne, je me dis que peut-être l'amour que nous avons inventé, que nous avons trouvé, et l'art pourraient être les deux outils pour fabriquer notre présence au monde, et que si tout ça se faisait non pas sur le profit ou sur la technique, mais bien sur l'amour et l'art, il y aurait une autre manière d'être tous ensemble, plus bienveillante certainement. Alors cette image-là, elle est aussi illustrée et fondée dans celle-ci. Donc c'est une image de Salgado, ce magnifique photographe brésilien, et c'est une photo d'une mine d'or. Bien sûr, toute la vie n'est pas être baignard dans une mine d'or ou chercheur d'or dans des conditions insupportables, mais ce que montre cette image, c'est que l'exploitation de la terre par l'homme, c'est toujours l'exploitation de l'homme par l'homme. Et que ça aussi, on ne peut pas l'accepter. Le caractère inéquitable de la piscine chinoise du début, ou cette image-là, c'est la même chose. Et cette façon de surexploiter la planète produit ceci. 2003 ou 2013, les Philippines. En 2018, c'était pareil aux Philippines. La mer de Chine monte à 25 degrés, les typhons arrivent, dévastent les Philippines. Donc le lien direct qu'il y a entre la surexploitation de l'homme, les déchets, l'augmentation de la température, amène à cette situation-là. Quelle est la part des architectes et des urbanistes dans cette histoire? Elle est quelque part du côté des guerres. En fait, toutes les guerres contemporaines sont liées à la maîtrise des ressources. Le pétrole, le gaz, les terres rares, l'eau, etc., etc. Si nous décidions de faire des architectures qui ne consomment pas du tout d'énergie, on dépendrait un peu moins de Poutine, par exemple. Si on décidait de construire moins en béton, peut-être que Lafarge n'irait pas négocier avec Daesh la possibilité de poursuivre son exploitation de sa cimenterie en Irak. Et c'est nous, architectes et urbanistes, finalement, qui sommes ceux qui font la prescription, ceux qui orientent, finalement, la façon dont l'établissement humain se fabrique. Donc notre part et notre responsabilité, ça n'est pas rien, et je reviendrai sur ça plus loin. Alors, des architectes qui se sont opposés à la guerre, il n'y en a pas eu tant que ça, mais il y en a eu un, pas non plus n'importe lequel, Le Corbusier, une année avant la Seconde Guerre mondiale, écrit cet ouvrage, « Des canons, des munitions, merci, des logements, s'il vous plaît ». Et des modernes, il faut savoir garder tout ce qui est beau, la conception de l'espace moderne est indépassable, enfin, il y a l'abstraction est une qualité incroyable à la fois de l'esprit et de l'art, mais des modernes, il faut aussi savoir se débarrasser de ce qui est absolument catastrophique. Et ce qui est catastrophique, c'est la conception machiniste de la civilisation. Il nous faut faire le deuil des modernes, et faire le deuil des modernes, c'est savoir dire non à une pensée du territoire machiniste, de cette certitude qu'ils avaient que la relation entre les gens, finalement, la machine allait la régler. Il faut faire le deuil de ça, parce que la catastrophe, elle est là si on continue à utiliser ces machines en étant persuadé qu'elles vont nous rendre plus heureux. La Smart City, on peut en reparler si vous voulez un peu plus tard. Je pense que ce sont les gens qui sont intelligents et pas les machines qui le sont. Donc faire le deuil du modernisme, c'est une obligation, c'est quelque chose qui est indispensable pour que nous sortions du 19e et du 20e siècle qui nous ont mis dans cette situation et que, enfin, nous entrions dans le 21e siècle.
Sinon, voilà ce que c'est que la vie d'un habitant de Los Angeles. Le matin, il se lève dans sa maison climatisée, et même le garage est climatisé. Donc après avoir s'être préparé à sa journée, il va chercher sa voiture climatisée dans son garage climatisé et retrouve tous ses copains qui vont faire comme lui, aller travailler dans des bureaux climatisés, puis quand il a et en ayant garé sa voiture dans la partie climatisée des bureaux climatisés, et le soir il rentre chez lui en passant par le mall climatisé, et quand il revient chez lui, il n'a pas transpiré du tout, quoi. Mais à côté de ça, il y a tellement de machines qui produisent, elles, de la chaleur, parce que la climatisation, ça sert surtout à produire de la chaleur dans l'air extérieur. Alors, pourquoi pas prendre des décisions sérieuses, honnêtes, franches, et de dire que notre vie, ça peut être autre chose. Alors, le monsieur que vous avez là, c'est un Australien qui s'appelle Glenn Murcutt, on va dire un des très grands architectes du XXe, et aujourd'hui encore, du XXIe. Et lui, c'est un Africain qui s'appelle Francis Diedebo-Kéré. Glenn Murcutt, à la fin des années 50, il a terminé ses études en Australie. Il va faire le tour des États-Unis pour rencontrer tous les grands architectes américains de la côte ouest. Et Dieu sait s'il y en a. Hein. Parmi les grands modernes de la côte ouest, ils sont là, quoi. Donc il les rencontre. Il est évidemment subjugué par la beauté de l'architecture moderne. Mais il rentre en Australie avec une certitude. Alors il le dit en anglais comme ça, « no leaking architecture ». C'est-à-dire aucune de mes architectures ne va faire « toc, toc, toc ». Et qu'est-ce que c'est qu'une architecture qui coule ? C'est une architecture qui a des condensats, donc c'est une architecture qui est climatisée. Et toute sa vie, il va faire des architectures magnifiques, superbes, enfin sublimes, quoi, qui sont des architectures à la fois au nord et au sud de l'Australie, tout en ventilation naturelle et adaptées au contexte et au climat australien. Francis Diedebo-Kéré prend exactement la même position. Il dit aujourd'hui, tous les projets que je vais faire en Afrique, chez moi, ils seront sans climatisation et ils seront construits en terre. Il le fait, et bien sûr, c'est agréable à vivre, et il le prouve l'un et l'autre encore complètement. Alors, on peut peut-être faire différemment, quoi. C'est pas qu'on peut peut-être, c'est qu'il faut faire différemment. Sinon, on va dans le mur. Et faire différemment, c'est pas se dire, mais dans quelle crise nous sommes. Alors, vous voyez ici, là, ce sont des Équatoriens. C'est un collectif qui s'appelle Albordé. Si vous ne le connaissez pas, filez sur Internet, regardez voir le travail de Albordé. Ce collectif a reçu le Global Award il y a quelques années, et ils sont venus récupérer le Global Award à la Cité de l'Architecture à Paris, et ils montrent leur travail. Donc, travail collaboratif avec les habitants, des morceaux de bois, enfin, tout ce qu'ils trouvent pour faire des architectures bioclimatiques magnifiques, quoi, heureuses à vivre. Et à la fin de chacune de leurs présentations, sur le grand écran de la Cité de l'Architecture, il y a écrit « Crisis ». Et là, tous ceux qui sont à côté de moi sont assez contents que ces petits jeunes disent « Crisis ». Sauf que la diapo d'après, c'est ça. Non, il n'y a pas de crise. Et ça, c'est un grand changement qui est basé sur une modification générationnelle qui est très forte aujourd'hui. Qu'est-ce que dit Albordé ? Albordé dit « Le travail que je fais aujourd'hui, ce n'est pas un travail de crise, c'est le travail dans mon monde, dans le monde où je suis né et dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, avec les combats qui sont à mener pour que l'architecture soit éco-responsable. » Donc voilà, il n'y a pas de crise, notre monde est celui-là, et c'est dans ce monde-là qu'il faut travailler. Cette génération-là le dit. Et il n'y aura pas qu'elle. Parce que lui, là, ce qui est né en 2000, eh bien, c'est celui qui est en première année des écoles d'architecture cette année. Et vous pensez bien que les architectes, les jeunes qui arrivent et qui sont nés en 2000 dans les écoles d'architecture, ils n'en ont rien à faire des 30 Glorieuses. Ils n'en ont rien à faire d'une histoire qui est de la moitié du XXe. Ils sont exactement comme Albordé dans une autre histoire. Et ce qu'ils vont inventer, ils ont intérêt à bien inventer, parce que s'ils ne le font pas, eux qui ont 4 ans de moins, ils vont le leur rappeler très fortement. Les manifestations des étudiants et des lycéens et des élèves des collèges et des écoles que l'on a un peu partout en Europe, ici c'est à Bruxelles, 35 000 étudiants dans la rue, toutes les semaines, pour suivre le propos de Greta Thunberg. Je fais une manifestation pour le climat. Eux, ils sont déjà dans la rue et ils savent dire des choses aussi magnifiques que nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. Alors nous, qui sommes quand même encore
au boulot, il nous faut pas seulement nous indigner, il faut nous engager. Quand Stéphane Hessel a publié « Indignez-vous », il l'a vendu à des millions. Hein. Alors pour s'indigner, on est très fort. Hein. Qu'est-ce qu'on est même doué pour s'indigner, quoi. Il a fait ce livre-là après, il l'a quasiment pas vendu. Ça ne peut pas marcher comme ça pour les archis, parce que les archis, eux, ils sont engagés. On est tous les jours dans le quotidien en train de faire quelque chose, quoi. Donc l'indignation, ça sert à quoi de s'indigner derrière son bureau si on continue à faire ce qu'on a fait au XXe siècle? Il faut s'engager. Et pour s'engager, eh bien, il n'y a pas 36 solutions pour le faire. Et figurez-vous que c'est le gouverneur de Californie qui le dit alors que la Californie brûle. Mais nous, on ne va peut-être pas attendre que le monde brûle. Il faut nous engager du côté de la nature. Et que tous nos choix, toutes nos décisions sont prises en fonction de ce que la nature peut accepter et peut donner. En plus, les architectes, ils savent le faire depuis longtemps. Vous voyez, ça, c'est Vitruve. Vitruve, c'est notre arrière-grand-père. Enfin, c'est la figure du commandeur. On est en -25 avant Jésus-Christ. Et voilà ce qu'il écrit. Le premier soin de l'architecte devra être de ne pas employer les choses que l'on ne peut trouver ou préparer à grands frais, car il est des lieux où on ne trouve pas en quantité suffisante ni le bon sable de cave, ni de bonnes pierres, ni de l'habit c'est le pain, ni du sapin, ni du marbre, et où il faudrait, pour avoir toutes ces choses, les faire venir de loin avec beaucoup de peine et de dépenses. En fait, s'il était aujourd'hui ici, ce serait le leader du circuit court, quoi. On le sait, ça. Et avec ça, il vous fait des temples, quand même, en marbre et autre chose comme ça. Donc cette pensée de la ressource, on l'a depuis longtemps. Faisons un petit bond de 18 siècles, et on se retrouve au XVIIIe siècle. Diderot. Diderot d'Alembert, voilà, on met sur la table le savoir-faire de tout le monde, et on le partage. Et là, Diderot a des amis qui s'appellent les frères Grimm, vous savez, les contes de Grimm. Et il avait une correspondance comme ça très fournie avec les frères Grimm. Et un jour, sur un projet qui est à construire sur la place de Reims, un monument, il dit « L'architecture est un art borné, dit-on, oui, dans l'esprit des architectes, comme quoi on n'a pas toujours été très aimé, et depuis longtemps. Mais surtout, Diderot ajoute ceci, que l'on fasse entrer dans son projet, dans le projet de l'architecture, la considération du temps, du lieu, des peuples, de la destination, et l'on verra varier à l'infini la proportion des pleins, des vides, des formes, des ornements, et de tout ce qui tient à l'art. » Alors Vitruve, lui, aurait été le pape du circuit court, lui, il est le pape du contexte. Et il l'écrit au XVIIIe siècle, où la France n'essaie qu'une seule chose, c'est d'inventer l'architecture classique pour se défaire de l'architecture baroque. Et lui nous rappelle des choses aussi essentielles que celles-là. C'est en fonction du contexte, du climat, des gens, des ressources, que l'on fait une architecture. Alors bien sûr, on pourrait se dire, mais c'est pas avec Vitruve et avec Diderot qu'on va s'en sortir, quoi. Qu'est-ce qu'on fait de tout le modernisme? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Eh bien, on lit Frampton. On lit Kenneth Frampton, qui est cet historien anglo-américain, et notamment ce livre « Architecture moderne, une histoire critique », dans lequel il propose ce qu'on appelle le régionalisme critique. C'est-à-dire que Frampton montre comment, tout en restant attaché à la conception moderne de l'espace, tout en restant attaché aux grandes valeurs de l'abstraction, on peut retrouver la relation entre la culture et la nature, retrouver des enjeux de topographie, retrouver des enjeux de tectonique, enfin tout ce qui fait finalement que l'architecture énoncée par Vitruve et les autres peut continuer à être aujourd'hui une manière, voire la manière de continuer à faire de l'architecture. Et ça change. Finalement, ce que Vitruve, Frampton et Diderot ont dit, ça commence à faire son chemin. Donc, alors, pour ceux qui ne sont pas architectes, ce qu'on appelle le Pritzker Prize, c'est le prix Nobel de l'architecture. C'est une fondation américaine qui le décerne tous les ans. Le Pritzker Prize a, grosso modo, nommé tous les architectes très gesticulatoires qui adoraient faire des monuments très formels. Et là, vous avez les derniers Pritzker Prize. Wang Shu, un Chinois, Aravena, argentin ou colombien, je ne me souviens plus, Alejandro Aravena et Balkrishna Doshi, un Indien. Ces architectes-là ont tous une pratique très forte engagée auprès de la société, engagée dans la matière, dans la façon d'utiliser les choses et de les mettre en œuvre. Et ces trois architectes-là
avant d'avoir le Pritzker Prize, ils ont eu le Global Award. C'est-à-dire qu'ils ont eu ce qu'on appelle le Nobel de l'architecture durable. Et donc le Pritzker, finalement, commence à regarder ces architectures qui ont une autre valeur que seulement plastique, monumentale, ou à regarder plutôt qu'à vivre. Et ça se poursuit, et pas que pour le Pritzker Prize. Ceci, c'est la remise du Grand Prix européen d'architecture qui s'appelle le Mies van der Rohe Award. Et donc là, vous avez Lacaton, Vassal, Druot qui ont reçu le Global Award. Et vous avez ici le maître d'ouvrage qui a signé le manifeste pour la frugalité heureuse et créative. Et donc le plus grand prix européen qui est donné pour du logement social, et c'est la première fois qu'il est donné pour du logement social, est remis à des gens qui ont affirmé leur engagement dans les questions environnementales. Donc le Pritzker d'un côté, le Mies van der Rohe de l'autre, l'environnement toujours au cœur de tout ça, et la question sociale évidemment aussi fort. Alors que faire? On sait faire autrement, et il y a des pistes qui nous ont déjà été données depuis quelque temps. Bon, je ne suis pas un des fondateurs du Club de Rome, j'étais plus petit, je commençais mes études en 68, je terminais, mais je n'étais pas encore dans les écoles d'architecture, mais aujourd'hui je suis membre du chapitre Europe du Club de Rome. Et du coup j'ai relu les textes du Club de Rome, notamment celui-ci qui s'appelle le Facteur 4, qui est un rapport qui a été écrit dans les années 90. Et le Facteur 4, le Facteur 4 du Club de Rome n'est pas celui de l'Europe aujourd'hui, parce que l'Europe a repris cette notion de Facteur 4 en disant la réduction par 4 des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050 sur la base de 1990. Donc plus technocratique, vous ne pouvez pas. Alors que le Club de Rome disait autrement, 2 fois plus de bien-être avec 2 fois moins de ressources. Je ne vois pas ce qu'on peut avoir comme projet différent. Parce que quand même, être coincé dans sa bagnole pendant des heures et pollué, j'appelle pas ça le bien-être, et forcément, c'est trop de ressources qui sont utilisées. Donc repenser finalement notre vision machiniste du territoire s'inscrit dans cet objectif 2 fois plus de bien-être avec 2 fois moins de ressources. Et c'est dans ce sens-là qu'avec mes amis Dominique Gauzin-Muller et Alain Bornarel, nous avons, il y a maintenant 1 an et demi, lancé un manifeste pour la frugalité heureuse et créative. En fait, au début, c'était frugalité heureuse pour l'architecture, l'aménagement du territoire urbain et ruraux. Et puis on a rajouté créative parce que quand on a pris des sacrées habitudes de gabegie, on va dire, de surconsommation pendant 2 siècles, vous ne pouvez pas arriver à la frugalité sans être un peu inventif. Alors qu'est-ce que c'est que la frugalité? La frugalité, ce n'est pas la sobriété. On aurait pu reprendre le terme de Pierre Rabhi. Non, la frugalité pour nous, ça a à voir avec la récolte des fruits de la terre. Frugalité, ça vient du latin frux fructis, et frugal, c'est la récolte des fruits de la terre. Et en fait, nous qui sommes tellement engagés dans l'utilisation des ressources, vous vous souvenez de l'image de la guerre, nous qui sommes tellement quelque part dans cette histoire-là, il nous faut bien réfléchir à utiliser 2 fois moins de ressources et donner 2 fois plus de bien-être. Et la frugalité est le modus operandi pour ça. La frugalité peut permettre de faire une récolte des fruits de la terre qui ne porte pas atteinte à la terre et qui rassasie ceux qui font cette récolte, néanmoins. La lourde part des bâtisseurs, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais on peut continuer à en ajouter. 40% des émissions de gaz à effet de serre sont issues du bâtiment, 20% pour les déplacements induits par les choix urbanistiques, 60% des déchets proviennent du bâtiment, etc., etc., etc. Donc nous, quand nous décidons de faire des choix, quand nous faisons des choix pour construire, c'est à tout ça que nous décidons, que nous adressons nos décisions. Frugalité en énergie, et ben voilà, comme Kéré ou Murcutt, plus de clim, de la ventilation naturelle. On peut en parler tout à l'heure, je sens qu'on va en parler. Donc, frugalité en énergie, frugalité en matière, peut-être arrêter la monoculture du béton. Alors je sais qu'il y a des territoires où c'est plus compliqué de trouver d'autres ressources, mais même à La Réunion, qui a un peu une qualité de sol équivalente à celle que l'on peut trouver ici, il y a des recherches sur comment peut-on utiliser la terre de La Réunion et construire en terre, ce qui n'a pas été fait auparavant. Et puis il y a tous les biosourcés, enfin bref, on va revenir là-dessus.
En fait, quand on a rendu public ce travail-là, Libération a titré « Architecture se désintoxiquer de la technologie ». Et c'est sûr qu'il faut qu'on se désintoxique de la technologie. La MAF, notre mutuelle des architectes français, annonce 75% de sinistres en plus. Et d'où viennent ces sinistres? Eh bien, des petites machines, quoi. L'obsolescence programmée, c'est pas que dans vos téléphones, c'est aussi dans tous les petits moteurs de la climatisation. Et plus les systèmes sont complexes, et plus ils tombent en rade. C'est une espèce de loi qu'on connaît depuis extrêmement longtemps. Et Daniel Fauré, qui est un ingénieur de Marseille, celui qui a créé Bâtiments Durables Méditerranée, expliquait ça il y a quelque temps en disant « Le lot technique est passé de 15 à 25% du coût du chantier, et en même temps, on a vu la croissance des sinistres, on a vu la croissance des sinistres et celle des primes d'assurance. » Donc se désintoxiquer de la technologie, c'est aussi faire en sorte que finalement l'impact du bâtiment soit moins fort. Alors depuis 1 an et demi, les signatures viennent d'un peu partout. Vous êtes ici. Les signatures viennent d'un peu partout. Alors, je suis breton, je suis assez fier de ma Bretagne, parce que ce qui est rouge, c'est plus de 100 signatures. Donc, on est à 6400 signatures aujourd'hui. Les signatures arrivent tous les jours. Ça n'en finit pas de continuer à arriver. Ça vient... la Belgique a été le premier pays étranger à signer. La Suisse a poursuivi, l'Italie aussi, et même le Maroc, qui a de vrais enjeux liés aux matières, à l'eau et qui s'est engagé pour tout ça. Ici, c'est la Réunion qui est là. Et je ne vous ai pas mis la carte mondiale, mais il y en a de partout dans le monde, sauf de Russie. Ça viendra un jour, mais pour l'instant, ça ne vient pas de Russie. Ce manifeste est devenu un mouvement. Quand vous êtes 6400 et que 6400 qui disent « nous, faire autrement, c'est ce que l'on fait », on était un peu isolés, mais là on se sent moins isolé parce que l'on est tous en même temps. On s'est effectivement réunis et on commence à se retrouver de façon régulière. La première fois, c'était dans le Nord-Pas-de-Calais. La prochaine, c'est en Bretagne, etc., etc. Et on a décidé de se donner un nom. Tous les membres de l'association vont s'appeler des glaneurs. Alors bien sûr, ça renvoie à un magnifique film, mais pas uniquement, parce que finalement, vous savez, glaner, c'est un droit. Glaner, c'est un droit coutumier. On peut, à la fin d'une récolte, venir chercher ce qui reste. Et c'est peut-être un peu la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, finalement. Le travail que nous faisons, c'est un travail que nous faisons sur ce qui reste. Et donc voilà, nous sommes des glaneurs et nous allons continuer à avancer. Alors, avancer comment? Eh bien, en faisant des architectures qui ne peuvent être que bioclimatiques. C'est-à-dire des architectures qui puisent dans leur contexte toutes les raisons d'être conçues et d'être vécues. Et le bioclimatique, là, pour le coup, ce n'est pas une histoire récente. Là, vous avez une image d'une façade à Amsterdam et ici d'une façade à Sisteron. Sisteron, donc sud de la France, la menuiserie est au fond de la baie, il y a des volets par devant, et puis il y a un petit rideau et une vieille dame derrière le petit rideau qui regarde qui y a dans la rue. Ici, vous êtes en Hollande, les menuiseries sont aux nus extérieurs, il n'y a pas de rideau, et vous avez des Hollandais nus qui passent derrière, c'est pas grave. Il y a un enjeu de la transparence chez les Hollandais que l'on n'a pas du côté de Sisteron. Mais tout ça a aussi à voir avec le climat. Bon, je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que ça signifie ici, mais les volets, c'est quand même bien, hein, surtout les persiennes. Alors que ici, où il fait froid, où il peut y avoir de la neige, laisser la vitre au nu extérieur, c'est s'assurer que la vitre va récupérer tout le soleil quand il y en a, aucune ombre ne va être projetée sur la vitre, et il n'y aura aucune neige qui va aussi s'appuyer sur l'appui de fenêtre. La relation d'une société à son climat, c'est ce qui fait culture. C'est ce qui fait évidemment culture architecturale, mais c'est ce qui fait culture tout court. Voilà un autre exemple qui va nous amener après aux Antilles. Là, c'est une ferme dans le Jura. Les vents dans les vallées du Jura sont catastrophiques et les froids dans le Jura sont grandioses. Donc vous voyez, le pignon, il est coupé de telle façon que les vents puissent passer sur le bâtiment et ne viennent pas frontalement prendre le bâtiment. Vous avez une rampe ici, et on remplit toute la partie supérieure de fourrage. Vous avez une porte ici pour que le bétail rentre, et là vous avez le logement du paysan.
Donc il est isolé au-dessus, il est chauffé par le bétail qui est là, et lui, il est chez lui, avec une fenêtre horizontale, parce que quand il n'est pas paysan l'hiver, il est horloger. Donc cette forme-là, qui renvoie à la possibilité de résister au vent et de résister au froid, elle permet d'une certaine manière aussi de penser cette forme-là. Ici, il faut aussi résister au vent, quoi. Mais on a aussi absolument besoin de l'ombre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait des débords de toiture, mais on tient les débords de toiture. Ce qu'ils n'ont pas pensé, les gens dans le Jura. Parce qu'ils n'ont pas besoin de se protéger du soleil. Ici, la transparence est indispensable. Enfin, je n'ai pas besoin de vous raconter tout ça, vous le savez absolument par cœur. Et un exemple breton. En Bretagne, il y a de la pluie, il y a aussi du vent, et les matériaux, c'est le granit et l'ardoise. Ici, on est dans le sud de la France. La pierre, c'est du calcaire, et la couverture, ce sont des tuiles de demi-ronde enfin dire de demi-ronde. Ici, la pente de la toiture est 45 degrés, entre 35 et 45 degrés, parce que l'ardoise a une surface assez lisse. Et avec le vent et la pluie, si l'ardoise était plus basse, eh bien l'eau passerait et remonterait avec les ardoises. Donc vous voyez, la ressource, c'est ça et ça, le climat, c'est ça. Et de la même manière ici, la ressource amène à ça. Et le fait que l'on réalise des tuiles qui, elles, n'ont pas le caractère lisse de l'ardoise permet d'avoir des pentes inférieures et elles sont aussi plus longues, etc. etc. Donc cette architecture bioclimatique, bon, il ne s'agit pas de refaire le vernaculaire d'hier, mais quand même de comprendre que le vernaculaire d'hier n'était pas si imbécile que ça. L'architecture bioclimatique, elle ne se pense pas en façade. On ne commence pas par dessiner une belle façade en se disant « et maintenant, qu'est-ce qui se passe ?» L'architecture bioclimatique, elle se pense toujours en coupe. Elle se pense dans la relation entre l'intérieur et l'extérieur. Relation au vent, relation au soleil, relation à l'air, porosité, humidité, tout ça se pense dans la traversée du bâtiment. On rajoute un peu d'inertie et ça arrange un peu toutes ces choses-là. Et donc cette relation intérieur-extérieur, ce qu'on vit ici, là, maintenant, demande de gérer l'extérieur. Il ne suffit pas de faire une architecture bioclimatique intelligente et de la poser sur un parking en béton ou en enrobé. Puisque les liens qui s'opèrent feraient que cette architecture ne serait pas agréable à vivre finalement. Et donc, il faut régler la question de l'effet d'îlot de chaleur de la périphérie. Et alors pour ça, aujourd'hui, il y a des logiciels extrêmement intelligents. On sait calculer le soleil, mais on sait aussi calculer les effets de vent. Et donc pour les projets qu'on fait à La Réunion, on calcule les effets de vent au niveau du sol, dans les étages et tout en haut. Et une fois qu'on a fait ça, on change la forme de telle manière que l'on ait du vent là où on en a besoin et qu'on n'en ait pas là où le vent est gênant. Et après, on fait le calcul pour voir comment dans chacun des logements, il y a assez d'air. Donc on conçoit aussi l'architecture dans cette relation-là à l'extérieur. Et on le sait, les espaces publics, ce serait bien de les protéger. Alors, nous, dans nos cultures, ce n'est pas si courant que ça, mais regardez le Maroc. Le Maroc d'hier, c'était ça. Donc plus dangereux et plus malsain, vous ne pouviez pas. Le Maroc s'est mis maintenant dans un travail de design des couvertures de rue, qui est celui-là, où le design reprend le graphisme marocain et installe des structures absolument fixes et qui apportent l'ombre indispensable. Et donc ça renvoie à l'urbanisme. L'architecture, bien sûr, et l'urbanisme sont extrêmement liés. Enfin, ce passage intérieur-extérieur que l'on voit là. Là, c'est mon petit village breton. Je suis breton. Et je viens d'un village qui s'appelle Carantec. Et à Carantec, quand on s'approche du port, parce qu'on est en Bretagne, toutes les rues sont courbes. Parce que si vous mettez des rues droites, il y aurait trop de vent. Et un peu trop de vent et un peu trop de pluie en Bretagne, c'est pas forcément sympa. Alors, prenons quelques exemples des situations dans... Alors, je vous ai quand même mis Pointe-à-Pitre. Hein, parce qu'on me l'a soufflé avec beaucoup d'intelligence. Je me remercie ceux qui m'ont rappelé ça. Donc, ici, vous avez Nouméa, Fort-de-France, Pondichéry, et là, Essaouira, c'est autre chose. Donc, ici, la trame est carrée à Nouméa, parce que tous les alizés sont utiles et très bien, et très bons à Nouméa. Quand vous regardez Fort-de-France,
les alizés d'Est, rentrent profondément dans le tissu et non pas ceux qui viennent de la baie. Et pourquoi? Parce que c'est une trame qui n'est pas carrée, mais rectangulaire. Et donc il y a 2 fois plus de rues dans ce sens-là que dans celui-ci. C'est le même dispositif qu'il y a eu à Pondichéry. Pareil, les alizés qui viennent de l'océan entrent ici, dans une trame. Vous voyez, il y a 2 fois plus de rues ici que dans l'autre sens. Le problème de Pondichéry, c'est qu'ils ont oublié de planter. Et que les rues sont trop larges pour le climat qui est là-bas. Donc tout à l'heure, si quelqu'un peut m'expliquer comment fonctionne du point de vue du climat et du vent Pointe-à-Pitre, j'en serais ravi. Donc voilà, cette relation intérieure-extérieure, elle se décline aussi dans des histoires purement architecturales et purement techniques. Donc ici, on est en Iran, ça s'appelle le Bagdir, et ça, c'est une tour à vent. Et vous voyez un peu la bête pour une maison qui est celle-là. Ces tours à vent, donc anciennes, historiques, vous rafraîchissent une maison. Dehors, vous êtes à 50 degrés, dans la maison, vous avez presque l'impression qu'elle est climatisée. Ça, c'est en Iran, mais ça, c'est en Égypte. Et c'est repris c'était repris dans un projet d'Hassan Fati, pour les architectes qui connaissent ça. C'est ce qu'on appelle le Malkaf. Donc les vents viennent de ce côté-ci, et on met dans l'entrée des vents une outre, comme celle-ci, poreuse, qu'on remplit d'eau. Donc l'air arrive de ce côté-ci, se rafraîchit au contact de l'outre, l'air frais tombe, et après repart simplement parce qu'il a été réchauffé. Ces solutions-là, il y en a plein. Enfin, on ne va pas toutes les voir. Mais... Donc ce travail-là, sur moins de technologie, moins de machines, moins de moteurs, c'est un travail que fait mon atelier. Et donc ce que vous avez ici, c'est le seul projet métropolitain de ventilation naturelle du logement collectif. Et comme on est à Saint-Nazaire, et que vous savez, Saint-Nazaire, c'est le pays des paquebots, toutes ces cheminées que vous avez en toiture ici, et qui servent à la ventilation, ont été faites avec la ressource locale, c'est-à-dire les chaudronniers de marine. Donc ces tourelles qui font 4 mètres de hauteur à peu près, 366, ceux qui connaissent Corbu ont certainement reconnu le chiffre. Cette tourelle est en fait composée d'un certain nombre de dispositifs, un aspirateur statique ici qui extrait, une partie basse, une vitre au sud qui chauffe la partie basse de la tourelle, une girouette qui vient mettre un bec ici face au vent et qui récupère tout l'air. Pour faire ça, eh bien, il faut faire des choses que vous faites mieux que nous. Il faut mettre des fenêtres dans les salles de bain, par exemple. Ce qui ne se fait pas en métropole, parce qu'on a l'habitude en métropole, depuis que la VMC existe, de mettre les WC et les salles de bain au milieu des logements contre des voiles en béton. Donc ça, c'est un combat, 3 ans de combat. Enfin, je vous raconterai ça plus tard si vous le souhaitez, mais 3 ans de combat. Et dans ce type de combat, on fait un test sur une maison. Alors là, tous les matériaux de la maison viennent à moins de 20 km de la maison. On est en Bretagne ici. Et donc, pas de système de ventilation, pas de système de chauffage, tout se fait en aérien, tout se fait par ouverture des fenêtres, donc il y a des fenêtres partout, y compris dans les WC. Voilà, des petits exemples rapides. Ça va sans doute vous sembler moins passionnant, mais pour nous, c'est un combat de fond. En métropole, il faut absolument des moteurs pour renouveler l'air dans les logements. C'est une obligation légale. Et donc, réussir à faire en sorte que l'on fasse des logements sans système de ventilation mécanique, ça, c'est un combat que l'on gagne et qu'on est en train de gagner à l'heure actuelle pour des projets que l'on va faire à Bordeaux, où tous les logements sont traversants et où il y a des fenêtres dans les salles de bain et les WC. Chose que à la fois, enfin, la Réunion que je connais mieux réussit à le faire, je pense que vous aussi, vous réussissez à le faire, mais chez nous, c'est des combats de quelques années pour y arriver. Et si on réussit à faire ça, eh bien, on va changer la manière de faire le logement, en tout cas du point de vue technique, en métropole. Et pendant longtemps, on s'est battu en se mettant hors la loi pour faire ça, puisque chaque fois, on n'était pas conforme à ce que la loi autorisait. Mais depuis peu, il y a ce qu'on appelle la loi CAP avec le permis de faire, qui permet de se mettre hors la loi sur un certain nombre d'éléments, ou en tout cas de faire avec des systèmes différents à partir du moment où on garantit que l'on arrive au même résultat que par le système technique habituel.
Alors qu'est-ce que ça peut donner? Ça peut donner, par exemple, ici, un bâtiment qui est juste à côté de Toulouse, qui est une salle de spectacle et une médiathèque, avec une toiture totalement accessible, des sheds qui font entrer la lumière de la médiathèque, qui servent aussi de tourelle pour le vent. Vous voyez ces éléments, ces aspirateurs statiques. Pardon. Je vais juste prendre un petit peu d'eau. Et dans ce projet-là, puisque, on va dire, construire en bois et avec la ventilation naturelle, ça n'est plus un combat pour nous, il fallait bien un combat. Et le combat, ça a été de faire un mur en briques de terre compressées, donc terre crue compressée, porteur d'un plancher accessible dans un bâtiment public, ce que, pareil, on ne réussit pas à faire, qu'on n'autorise pas à faire, et que l'on a fait. Et donc voilà le volume en question. Et l'intérieur, ces briques de terre compressées qui portent ce plancher et qui sert aussi pour les conférences et pour les chanteurs. Alors, basculer du côté de la nature, c'est accepter tous les éléments de la nature et de travailler avec eux. Ici, c'est par exemple de décider que l'on peut rendre un secteur urbain totalement inondable. Et que quand il n'est pas inondé, il est entretenu par les vaches. Et ce secteur-là finit par être un espace de vie de tous les jours absolument heureuse. C'est vrai ici, près de Passé, merci beaucoup, mais c'est vrai aussi près de Rouen. La ventilation naturelle, c'est vraiment bien, vous savez. Parce que vous avez un peu les fenêtres là qui vous permettent ça, mais moi, je suis dans le creux du vent. Voilà, je te remercie beaucoup. Merci bien. Et donc ici, de la même manière, on s'arrange pour que le site soit inondé. Parce qu'il y a des débordements sur la Seine. Donc le site est inondé, voilà. Et quand le site n'est pas inondé, c'est un magnifique paysage. Donc accepter de travailler avec la terre, avec l'eau, l'air, les éléments, c'est de permettre ça. C'est de permettre que la biodiversité trouve sa place, que le paysage se développe complètement et que finalement il y ait une qualité de vie quotidienne. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là, mais nous on a des petits soucis avec le chauffage en hiver. Donc on essaie de faire des architectures passives qui ne consomment pas d'énergie. Donc quand on dessine nos plans d'urbanisme, on s'arrange pour que tous les logements aient 2 heures de soleil au 21 décembre. C'est juste des petits codes comme ça, mais ça vous permet d'avoir du passif sans que ça vous coûte cher. Du coup, voilà, comme avec le vent, on change la disposition des volumes jusqu'à trouver les bons volumes. Et on met de la lumière partout. Enfin, bref, ça, vous connaissez. Et on met les voitures un peu à l'écart pour que la qualité de vie soit absolument donnée. Et je vais avancer rapidement. Et parlons d'Anne. En fait, vous savez ce que c'est qu'un pédibus? Un pédibus, c'est quand les parents se mettent d'accord pour accompagner les enfants à l'école à pied, pour arrêter d'aller tous les matins, tous en voiture. Ça. Donc le pédibus, il y en avait un dans cet écoquartier, mais le pédibus, très vite, est devenu un asinobus. Parce que c'est bien de faire marcher les enfants, mais qui portent les cartables, qui sont quand même parfois un peu trop lourds. Donc ici, c'est l'âne, le matin, qui porte les cartables des enfants. Et quand l'âne n'est pas là, les parents n'ont pas intérêt à reprendre la voiture parce que les enfants adorent faire le chemin de l'âne et se souvenir de l'âne. En fait, il faut faire tout ce travail-là, puisque c'est aussi un espace d'agriculture urbaine. Il faut faire tout ce travail-là pour arriver à une empreinte écologique égale à la biocapacité du projet. Et il n'y a pas de durabilité sans un équilibre entre la biocapacité et l'empreinte écologique. En fait, je suis comme la Terre, j'ai un certain fardage. Et donc, il y a le temps de la chaleur et puis il y a le temps où ça descend. Donc, notre Terre aussi a un certain fardage. On va beau avoir fait tout le travail qu'il faut, ce ne sera pas du jour au lendemain que j'aurai moins chaud et que la Terre aura moins chaud. Bon. En tout cas, ce que la métropole peut accepter, c'est une empreinte écologique qu'on dit à 2,9 équivalents hectares. Sauf que la métropole aujourd'hui utilise 5,3 équivalents hectares. Et donc ce projet-là, on a fait tout ça, mais vraiment, enfin, tous les aspects, pour arriver aux 2,9 équivalents hectares. Et il faut faire tout ça pour y arriver. Il faut engager l'alimentation, production alimentaire sur le site, il faut que les logements ne consomment pas d'énergie, il faut régler la question du déplacement, etc., etc.
Et la vie, ce ne sera pas que ça. Faire du neuf, bien. Le grand enjeu de demain, voire d'aujourd'hui, le boulot des architectes de demain, c'est la réhabilitation du monde existant. Le projet que je vous ai montré, c'est celui-ci. Dans cette ville, tout le monde sait que les gens qui habitent là, ils ne consomment pas d'argent pour leur énergie. Tout le monde le sait. Mais sauf qu'à côté, il y a un lotissement de maisons Phoenix, c'est-à-dire ces maisons industrialisées où là, pour le coup, quand on les a fait, on n'en s'était pas tellement préoccupé à l'isolation. Et eux, qui sont aussi au RMI, enfin, ou dans des situations très précaires, eh bien forcément, ils regardent ça avec une envie insupportable. On a parlé d'équité depuis le début de la présentation. L'équité, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, où on réhabilite ce lotissement de maisons Phoenix de telle manière qu'ils aient la même qualité de performance énergétique et qu'ils retrouvent des espaces publics où les bagnoles ne sont pas partout. Alors le monde dont nous héritons, c'est celui-là. Un peu de béton, quoi. Bon, là, ici, c'est la place du 20e à Paris. C'est la place des Fêtes à Paris, c'est le 19e arrondissement. Un ancien lycée hôtelier. On a remporté ce projet-là il y a un peu moins d'un an maintenant pour faire la médiathèque du 19e arrondissement et la première maison des réfugiés de Paris. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a du béton comme ça? On ne va pas le démolir, quoi. Il y a tellement d'énergie qui a été dépensée pour construire ça, il y aurait tellement d'énergie à dépenser pour déconstruire, il y aurait tellement de pollution qui serait jetée dans l'air pour déconstruire. Donc on a ça, on garde ça. Non seulement on garde ça, mais on essaie en plus de trouver la radicalité de cette architecture industrielle absolument tenue, quoi, très réglée. Donc on garde ça, et tout ce qu'on ajoute, eh bien, c'est tout sauf du béton. Le bâtiment lien qu'on met ici, il est en bois, en biosourcé et en terre coulée. Et je vous reparlerai de la terre coulée tout à l'heure. Donc voilà, la structure, on la retrouve, on enlève tout ce qui gênait. Quand on a besoin de double hauteur, parce que c'est une médiathèque, et quand même lire, c'est bien aussi de lire dans des hauteurs un peu différentes, pour amener de la lumière aussi. Tous les éléments que l'on déconstruit, on les garde sur le site, et on les réutilise notamment pour faire les aménagements paysagers. Donc ça, c'était une image au moment du concours. Et donc voilà, tous les éléments de dalle, on les retrouve à l'extérieur, soit directement comme dalle, soit on les broie et on les utilise comme fond de forme. Et c'est pareil pour les deux arbres qu'on va devoir couper. En fait, c'est comment le bâtiment peut devenir sa propre ressource. 2 fois moins de matière, 2 fois plus de bien-être. Enfin, c'est toujours la même histoire. 1 fois plus de bien-être, c'est double hauteur, c'est de la lumière, c'est de l'air, enfin, c'est tout ça. Et donc cette architecture qui ne savait pas ce que c'était que l'air, sauf par les machines, eh bien on la rend poreuse. Donc on revient à l'architecture bioclimatique dont je vous parle tout à l'heure. Je ne rentrerai pas dans ces détails-là, mais vous savez ce que c'est ici que de rendre les choses poreuses et d'amener la lumière partout. Et l'air, bien sûr. Et on construit en terre crue. Mais donc, la brique de terre compressée, c'était le projet de Toulouse. Je ne pense pas que ce soit l'avenir de la terre crue, qu'elle soit compressée, parce que finalement, c'est aussi des briques qu'on monte. Ça coûte un certain prix, quoi, de faire une maçonnerie traditionnelle. Et les grandes entreprises ont un savoir-faire avec les banches. On ne va pas jeter aux orties le savoir-faire de la banche. L'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on met dans la banche. Et aujourd'hui, la plupart des grandes études qui sont faites sur les matériaux et sur la terre se tournent vers la terre coulée. Quel est le liant que l'on rajoute à la terre pour réussir à continuer à couler, à utiliser les banches. Et le reste est en bois. Et là, je vais juste vous parler de ce que je fais aux prêcheurs et je vais m'arrêter. Alors, je parle toujours d'Hannah Arendt. Alors, Hannah Arendt, grande philosophe allemande et américaine, très proche de Martin Heidegger. Et Hannah Arendt, dans les années 90, dans cet ouvrage qui s'appelle « La crise de la culture », a beaucoup écrit sur la question de l'autorité. Et Hannah Arendt explique simplement, aujourd'hui, tout le monde a sa part d'autorité. L'élu, sa part d'autorité d'élu, son électeur, sa part d'autorité d'électeur, puisque c'est quand même lui qui a élu l'autre, l'architecte, sa part d'autorité d'architecte, l'urbaniste d'urbaniste, etc. Enfin, tout le monde a sa part d'autorité et tout le monde le fait savoir.
Donc l'enjeu n'est plus de savoir qui a l'autorité, mais ce qui fait autorité. Parce que ce qui fait autorité, ça tient aussi dans le temps, au-delà finalement de la présence des uns et des autres. Et la réponse d'Hannah Arendt est ce qui fait autorité est le projet partagé. Ce propos d'Hannah Arendt me suit depuis longtemps, enfin depuis 91, grosso modo, depuis le travail fait dans un petit village breton à Plour-en-les-Morlaix pendant 15 ans, 900 habitants. Et c'est ce que nous mettons aussi en œuvre aux prêcheurs. Alors, pourquoi le travail du prêcheur ? Je vais revenir sur ça. Vous voyez où est le prêcheur, hein ? Le village le plus au nord de la côte sous le vent, le plus grand spot de biodiversité de la Caraïbe, parce qu'il y a la relation directe en fait, de l'océan et du volcan, pas coupé par une seule route. Le prêcheur, en 68, 2500 habitants, aujourd'hui 1400 habitants, et le prêcheur détruit en même temps que Saint-Pierre, puis reconstruit. Et aujourd'hui, face à la montée des eaux, quand je parle avec les gens que j'ai en face de moi, je vois dans leurs yeux qu'ils ont encore 100 mètres de côte qu'ils, eux, ont vécu, où les filets de pêcheurs étaient allongés pour être asséchés, où ils faisaient les matchs de foot entre les équipes des quartiers, tout ça a disparu. Montée des eaux, ça n'est pas un risque, hein, c'est une vérité quotidienne. Montée des eaux, houle cyclonique. À la dernière houle cyclonique, une rangée de maisons du bourg est passée à l'as. Tsunami, avec tous les refuges qu'on a installés, mais tsunami. Ça, c'est pour la mer. La terre, c'est tremblement de terre, liquéfaction des sols, éruption volcanique, pluie ardente et lard. Et les derniers lards, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était encore il y a 4 ans. Et donc, quand on fait le travail pour cette commune, donc aujourd'hui 1400 habitants, on est en fait au plus haut niveau de ce qu'on peut faire comme urbaniste. En fait, quand on fait ça, on sait pourquoi on est urbaniste. On accompagne une communauté et on fait un travail qui est beaucoup plus proche de la sociologie, de l'ethnologie que de la technique. Et donc, ces gens-là, les préchotins, on est très proche d'eux. Et tout se fait dans une rencontre qu'on n'en finit pas de démultiplier. Ça a commencé un dimanche après la messe, parce que là on était sûr de les avoir, par un diagnostic en marchant. Alors c'est quoi un diagnostic en marchant ? C'est, vous dites à tout le monde, venez, on va se promener, et puis en se promenant, vous allez nous parler. Et les Martiniquais, ils savent parler, quoi, ils ont envie de parler. Et donc on s'est parlé longtemps, dans les rues, au point qu'à la fin, le maire, qui s'appelle Marcelin Nadeau, nous a dit « mais j'ai appris des choses sur ma commune qu'on ne m'avait jamais dit ». Et ça a commencé comme ça, et ça se poursuit comme ça. On continue avec eux. Hier, j'étais avec les présidents de quartier à voir les sites sur lesquels on allait pouvoir penser au relogement, parce que ce projet-là, c'est grosso modo la moitié des maisons qu'il faut déplacer. Cette communauté, aujourd'hui, n'a plus de déni collectif sur la question du risque. Quand on leur parle, on voit bien qu'ils ont absolument accepté cette idée que le risque est là et qu'il faut faire quelque chose. Le déni individuel, parfois, il en reste encore. Mais le déni collectif est tellement mis de côté que c'est lui qui emporte toute cette société vers des choix qui sont des choix différents, des choix de lieux. Alors, là, c'est l'ensemble des risques, je ne vais pas revenir sur ça, mais on repère des endroits où on peut, malgré tous ces risques-là, construire. On les partage. Disons qu'on va remonter sur les mornes et on va s'éloigner un peu de l'eau. Il y a un quartier qui est celui du port, les Abysses, qui lui est totalement en fait, touché par ça. Et on fait ce travail-là avec eux, avec l'objectif, de mettre les enfants à l'abri. L'école a été construite dans le lit majeur de la rivière et exactement dans un des endroits où un lard plus important qu'un autre peut emporter l'école. Et un tremblement de terre a fait en sorte que les structures de l'école ne sont plus tellement solides et les enfants ne dorment plus dans l'espace qui est réservé au sommeil et ils vont se reposer dans le gymnase qui est juste à côté. Donc on déplace l'école et on en fait un refuge. On fait une école refuge.
Donc on pense l'école évidemment pour le quotidien, mais aussi pour ces moments où ils vont tous se retrouver dans des situations particulières. On va dire ça, c'est le plus facile d'une certaine façon, une fois qu'on a trouvé l'endroit et qu'on s'est mis d'accord sur le programme. L'enjeu, c'est le logement. Quand les logements vont être déconstruits, quand les logements vont être vidés, tout le monde nous dit qu'il faut les détruire immédiatement. Il ne faut pas laisser la possibilité de revenir. Et en fait, la disparition de ces logements va aussi servir de compensation du point de vue de la biodiversité et de la présence de la nature. Chaque fois qu'on fera un logement de plus, c'est un logement qui disparaîtra, et le logement qui disparaîtra donc, deviendra un espace paysager, un espace ouvert. Mais l'enjeu est au-delà de tout ça. On ne va pas dire aux gens, vous êtes dans une situation catastrophique, alors maintenant, il faut y aller, quoi. Et on ne va pas leur dire, il faut y aller dans un collectif. Et donc l'objectif, c'est de réussir à renouveler l'habitat. En fait, s'interroger sur qu'est-ce que peut être l'habitat de demain désirable pour des gens qui vont devoir quitter leur logement de toujours. Donc imaginez, on est au pied de la montagne, c'est une terre qui est d'une richesse infinie, incroyable. Là, vous avez la mer qui est en face et les pêcheurs font leur boulot. Vous avez le soleil qui tous les soirs, vous l'avez en face de vous quand il se couche. Donc vu comme ça, c'est une situation absolument rêvée. Sauf que la nuit, ceux qui habitent au bord de l'eau nous disent « s'il y a une vague qui fait un bruit différent, je me réveille. Et je vais voir qu'est-ce qui se passe. » Et donc pour que ces gens-là, finalement, retrouvent quelque chose de désirable, il faut que ce qui leur est proposé corresponde à leur mode de vie et continue à leur donner une relation au lointain, mais surtout leur amène une rassurance qui fait qu'ils ne seront plus en situation de difficulté face au risque. Aujourd'hui, ils ne quittent leur maison que si le maire vient leur dire « maintenant il faut y aller ». Il y a une telle confiance qui s'est installée entre le maire, Marcelin Nadeau, et la population, qu'il y a beau avoir la sirène et tout ça, il faut qu'il aille le leur dire. Il faut qu'ils aient l'homme en qui ils ont confiance pour se déplacer. Donc voilà, 3 sites arrivent. Et donc voilà, c'est 51% des logements qui sont concernés aujourd'hui. Un peu partout dans les différents secteurs, parce que les risques sont différents. Des secteurs qui peuvent être coupés les uns des autres, donc il faut aussi trouver des solutions par la mer pour les relier. Et puis aussi trouver des possibilités de remonter, parce qu'aujourd'hui, les logements qui sont en partie basse, ils sont juste contre la falaise, et certaines falaises sont en situation de se liquéfier, mais pourtant il faut monter si l'eau arrive. Donc on est dans cette situation extrêmement complexe, mais où il y a une volonté réelle de faire évoluer le projet. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça. Si vous avez des questions à me poser, bien sûr c'est avec joie que j'y répondrai. Mais je vous le dis parce que, voilà, vendredi prochain, on va lancer un concours d'idées qui va s'appeler Habitat renouvelé. C'est le PUCA, donc, qui est le plan urbanisme de construction architecture, qui nous finance toutes ces études-là, qui porte ce concours d'idées autour de ce logement à venir et dans les situations qui sont particulières. Juste ce que je peux vous montrer, c'est on a fait le travail d'analyse de rencontre des gens, bien sûr, et d'analyse des logements tels qu'ils sont aujourd'hui, comment il a grandi, comment les familles se sont à la fois rassemblées et parfois désassemblées. Donc tout ce travail-là a été fait pour repenser une autre situation. Et donc, en fait, on a besoin de tous ceux qui ont envie de réfléchir sur un habitat intelligent pour demain. À la fois performant, à la fois biosourcé, à la fois pour la Caraïbe, à la fois bien sûr pour le prêcheur et pour ces gens-là, sur des sites que l'on a repérés aujourd'hui. Alors c'est un concours d'idées, il y a 15 équipes qui vont être retenues. La dotation de base c'est 5 000 €, les 3 lauréats touchent 25 000 €. Ça n'est pas un concours d'architecture au sens traditionnel, puisqu'il n'y a pas au bout un projet, mais il y a la possibilité de nourrir, voire de faire des projets avec les différents bailleurs sociaux qui vont finalement réaliser ces projets-là sur place. Donc si certains d'entre vous
ont envie de rentrer dans la magnifique histoire qui est en cours en ce moment aux prêcheurs, j'en serais ravi. Voilà. La question que j'aurais posée aussi, parce qu'il y a effectivement le prêcheur, mais il y a aussi Grand Rivière. Alors, est-ce que Grand Rivière aussi est concerné aussi? Parce que c'est le bout de l'île en Martinique. En fait, ma mission ne porte que sur le prêcheur. Mais je sais que le PUCA est en train de lancer une autre procédure sur une autre partie du territoire martiniquais. Et en fait, toutes les communes peuvent se rapprocher du PUCA et essayer de rentrer dans le programme d'expérimentation lié au littoral. Le PUCA, ça sert à ça. Hein, le PUCA finance de la recherche et ce que l'on fait, nous, c'est de la recherche-action. Et finalement, le résultat au prêcheur va mettre en situation sereine les habitants, mais le plus important, c'est la démarche finalement. Parce que la démarche, elle peut être reproduite. Travailler avec les gens, vraiment tout le temps. Là, par exemple, la consultation dont je vous ai parlé, il y a des représentants, il y a certains présidents de quartier qui seront dans le jury pour qu'on ait un avis, pas seulement de spécialistes ou d'élus, mais aussi un avis des habitants. Donc tout ce travail-là se fait en permanence, de façon plutôt sereine, et donc voilà. Le prêcheur, pour l'instant, en ce qui me concerne, et autrement, s'il y a des élus qui sont intéressés, allez voir le PUCA. Je voudrais juste déjà vous féliciter de nous avoir accordé cette venue, cette visite et cette conférence, puisque je l'ai appris tout à fait fortuitement et je me suis fait un devoir d'être ici. Je suis un élu de minorité, puisque je suis un écologiste et on a la majorité nulle part dans ce pays. Mais j'arrive quand même à faire entendre ma petite voix. Et là, j'arrive de voyage. Je me suis dit, avant de rentrer chez moi, je fais un détour pour venir chez vous. Donc, vous m'excuserez ma tenue et la légèreté de ma tenue, mais je ne suis pas encore rentré chez moi de voyage. Et je voulais vous dire donc... voilà comment j'étais heureux de participer à une conférence où un architecte, un professionnel, puisque les écolos, ils ont tendance à être pris comme des rêveurs, mais lorsque vous, en tant que technicien, j'allais dire presque scientifique, lorsque vous venez rationaliser notre discours et que vous montrez qu'il y a une réelle nécessité pour nous, ces territoires insulaires, à prendre en considération le réchauffement climatique, la montée des eaux et toutes les conséquences qu'on connaît déjà. Donc pour moi, c'était une belle expérience d'être là, seulement sur l'aspect de la fonctionnalité de cette nouvelle architecture, ce nouvel urbanisme. C'est là que j'aurais bien aimé que vous puissiez, peut-être que vous êtes qu'architecte et vous ne participez pas à l'aspect de la fonctionnalité des villes durables, puisque c'est une conférence sur la ville durable. Mais sur l'aspect construction et autres, je partage bien, j'intègre volontiers vos observations. Mais est-ce que sur la fonctionnalité, sur la présence non seulement d'habitation, mais aussi d'emploi, puisqu'il faut réduire les déplacements, il faut que les gens puissent travailler au plus près des lieux d'habitation. Et est-ce que c'est que la protection, parce que c'est sous l'angle, aux prêcheurs, c'est sous l'angle de la préservation des lieux d'habitation que les gens sont contraints face à l'érosion du littoral, sont contraints de se déplacer. Donc il y a une réaction presque de survie. Mais est-ce que le développement durable peut pas aussi, dans une démarche positive de villes qui ne sont pas menacées de disparition, mettre en pratique ces nouveaux concepts que portent les architectes et les urbanistes qui développent ces idées que vous partagez? Est-ce que c'est là, pour nous par exemple, dans une ville comme Pointe-à-Pitre, qui est une ville littorale, qui gagnerait aussi à appliquer les préceptes du développement durable, notamment par la mise en débat des citoyens, puisque vous parlez de l'intervention du maire Nadeau et de la confiance que les citoyens ont en lui et leur participation au débat. Ça fait partie du concept de développement durable que les citoyens puissent penser leur ville, émettre des idées, émettre des avis. Donc, est-ce que l'architecte participe aussi à cet aspect-là, ou est-ce que vous êtes là que pour offrir de nouveaux plans, de nouvelles constructions avec moins de ressources et plus de bien-être, plus de qualité de vie? Ou est-ce que vous aussi, en tant qu'architecte, avec peut-être d'autres corps, des personnes spécialisées dans l'emploi, est-ce que vous aussi, vous pouvez participer à de tels débats? Est-ce qu'on pourrait nous vous inviter à
animer un débat où il y aurait pas que on parlerait pas que d'architecture. Et je ne sais pas pratiquer autrement qu'en appelant la population à entrer dans le projet de son établissement humain. Et j'invente des techniques pour le faire. Je vais juste vous raconter une petite histoire, mais je suis appelé sur un projet à Bordeaux pour faire des logements entre des maisons de pierre, on va dire les maisons bourgeoises, et des bars faits dans les années 60. Le projet est juste entre les deux. Mes deux autres confrères appelés font un projet, et moi je ne fais pas de projet, j'arrive avec 2 feuilles, et dans les 2 feuilles, j'explique la méthode. Et la méthode, c'est quoi ? C'est, si vous nous retenez dans un mois, c'est la fête des voisins, on fait la fête avec tous les voisins, on fait venir ceux des maisons et ceux des cités, on se met sur le site, on fait la fête, et ce jour-là, vous expliquez que c'est nous qui allons faire le projet, rien n'a été dessiné, rien. Mais pour faire ce projet-là, on va venir passer 1 semaine sur le site, faire un bivouac pour vous rencontrer tous. On l'a fait. Le projet s'est réalisé avec les voisins, avec tout le monde. On a déposé le permis de construire à la mairie de Bordeaux. On était accompagnés par les voisins. Il n'y a eu aucun recours, puisque finalement, ce sont les voisins eux-mêmes qui ont déposé le permis de construire. Donc les méthodes, ce sont des méthodes très simples. 1. Apaiser les peurs des élus, qui ont peur de la concertation la plupart du temps. 2. Apaiser la peur des citoyens qui ont peur aussi qu'on se moque d'eux. Être là régulièrement pour installer une confiance réciproque et faire en sorte qu'au bout du compte, le groupe soit un acteur important. C'est ce que je disais à propos d'Hannah Arendt. Le projet partagé, on le construit comme ça. Et ce que les élus ne savent pas, c'est que il ne faut pas montrer un projet une fois qu'il a été conçu, indépendamment des gens. Parce qu'il n'y a pas aucune appropriation qui se passe comme ça. Il faut laisser le groupe s'approprier le projet et participer au projet. Nous, on a des compétences très différentes du groupe. Nous, on sait fabriquer de l'espace, on sait dessiner des espaces, on sait rendre la vie meilleure. Ce que l'on ne sait pas la plupart du temps, c'est que plus vous faites appel à l'intelligence collective, plus les gens sont intelligents. Et plus le groupe est appelé de façon régulière, plus le groupe s'auto-régule. Simplement. Parce que, bien sûr, il y a des gens qui sont d'avis différents dans un groupe. Mais il faut que le groupe fonctionne avec ces différences-là. Et le groupe s'autorégule simplement parce que s'il y a des gens qui disent quelque chose qui n'est pas vrai, le groupe dit qu'il y a une erreur dans son jugement. Donc il faut apporter une confiance très forte dans l'intelligence collective et la mettre en place, évidemment. Je vais encore vous taquiner sur le projet du prêcheur. Je suis martiniquaise, donc je viens d'apprendre que la maison de ma tati va être déplacée. Bon, voilà, entre guillemets. Et en fait, ça me faisait penser, les solutions que vous avez finalement déduites m'ont fait penser à un autre village de pêcheurs qui est à Tartane, donc à Trinité, où les pêcheurs n'habitent pas près de la mer, mais ils habitent au Morne Pavillon. Donc ils habitent tout en haut. Donc je ne connais pas exactement l'altitude de ce Morne, mais quand ils vont travailler le matin, ils descendent le Morne, ils dévalent le Morne à 4h du matin pour aller à leur barque et travailler, et ils remontent le soir en fait. Et je me demandais si quelque part, alors je sais que c'est pas du tout la même topographie, ça n'a rien à voir, on est sur l'Atlantique, etc. Mais si ces pratiques-là n'avaient pas eu lieu avant justement la destruction du prêcheur par les données climatiques, les catastrophes différentes là, et que ça justement que ça fait partie justement d'une pratique oubliée où beaucoup de pêcheurs justement dévalaient les mornes et remontaient après habiter justement tout en haut à l'abri de tout. Il y a eu effectivement une période où ils étaient davantage dans les hauts, davantage agriculteurs. Et puis, cette pratique s'est réduite. Aujourd'hui, elle est en train de revenir, et y compris avec de jeunes agriculteurs qui veulent faire de l'agriculture écologique et qui remontent vraiment dans les situations où moi, je suis émerveillé de leur capacité à planter sur des pentes comme ça et à faire vraiment des choses incroyables. Donc, effectivement, il y a eu une période où les Préchotins étaient davantage en haut, et puis le Montpellier les a détruits. Ils se sont plutôt retrouvés en partie basse. Le XXe siècle les a amenés finalement à être davantage pêcheurs qu'agriculteurs, et donc ils sont aujourd'hui en bas. Bien sûr, là, tout le monde commence à remonter
ceux qui ont les moyens de le faire ont déjà acheté dans des situations plus hautes. Le souci, c'est d'arranger la vie de ceux qui n'ont pas les moyens de le faire. C'est pas juste un travail qu'on fait pour les riches, c'est tout sauf ça, évidemment. Mais effectivement, il y a eu une histoire où la relation agriculture-pêche était plus sereine. Tout à l'heure, monsieur l'élu parlait d'activité. Tout le travail que l'on fait aujourd'hui aux prêcheurs vise à l'autonomie du prêcheur, et y compris en termes d'agriculture. Donc il y a Col Vert, qui est une association qui travaille sur le prêcheur pour installer de la permaculture. Parce que l'idée, c'est bien aussi celle-là de faire en sorte que pour l'énergie, on atteigne l'autonomie, pour l'eau, on atteigne l'autonomie, pour la production agricole, on s'en approche, et après la mer est la mer. Mais l'enjeu est bien sûr à la fois économique et pas seulement résidentiel, puisque ça ne peut pas marcher uniquement comme ça, quoi. Est-ce que tu as déjà eu est-ce que tu as déjà travaillé dans des endroits où on a dû reconstituer, remettre en place des filières, parce que par exemple en Guadeloupe, pour couvrir des bâtiments, aujourd'hui on a des difficultés à trouver quelque chose de mieux que de la tôle. Or la tôle, on n'en produit pas sur l'île, c'est quelque chose d'idiot, mais auparavant on couvrait les bâtiments avec les essantes. Sauf que ça demande une culture de bois, ça demande aussi des experts pour le découper aux bonnes saisons et puis ensuite le mettre en œuvre. Et donc comment fait-on pour s'autonomiser par rapport à ça? Par exemple, c'est un exemple parmi des milliers d'autres, puisqu'aujourd'hui dans la construction en Guadeloupe, on utilise, j'imagine, quelque chose comme 99% de matériaux exogènes. Alors, juste, je vais répondre à ta question et puis je reviendrai sur les matériaux exogènes. Oui, j'ai plusieurs exemples en tête, notamment Biganos. Biganos est une petite commune autour du bassin d'Arcachon. Et Biganos, on va dire au 19e, avait une production de briques de terre cuite. Et aujourd'hui, à Biganos, il relance la production de briques de terre crue, parce que l'argile de Biganos est d'une qualité incroyable. Et donc, voilà, il y a une industrie, en tout cas, il y a de l'artisanat qui se relance sur l'utilisation de ces matières. Je ne vais pas vous parler de l'île de France parce que c'est une autre échelle, mais on voit bien qu'il y a tout ce qui est lié aux matériaux biosourcés, aujourd'hui, ou géosourcés, déclenche du travail. Le nombre de start-up autour de la terre coulée, tout ça est extrêmement important. Je travaille à La Réunion et j'enseigne à l'école d'architecture de La Réunion, où il y a un master architecture et ville sous les tropiques. Comme ça, vous pourrez expliquer que si vous voulez faire un master à ville et architecture sous les tropiques, c'est au port qu'il faut aller. Et à La Réunion, ils sont un peu dans une situation comme la vôtre, quoi. Quels matériaux locaux on peut trouver? Alors, il y a certains bois qui arrivent aujourd'hui un peu à maturité, qui sont des cryptomérias. Donc, ce sont des bois qui ont été importés, mais qui ont été apportés il y a sans doute une soixantaine d'années, et donc qui sont utilisables. Donc, on voit revenir le cryptoméria, mais qui ne peut pas être utile pour faire de la structure. Mais en tout cas, pour construire, on peut utiliser le cryptoméria. Et puis, ils font des recherches sur la terre, parce que la question de la terre est vraiment au cœur de tout ça. Donc, ils font travailler une association métropolitaine qui s'appelle AMACO, qui est une association qui travaille profondément sur tous les matériaux, et notamment la terre. Et ils demandent à AMACO de prendre des échantillons de terre réunionnaises pour trouver la manière de la mettre en œuvre. Ça va prendre du temps, mais s'il n'y a pas ce travail d'expérimentation sur la ressource locale, on n'y arrivera pas. Et puis après, ça va peut-être vous faire sourire ce que je vais vous dire, mais j'ai fait travailler mes étudiants l'année dernière sur la Réunion 2080. Et un groupe d'étudiants a dit, le béton, bien sûr, il n'y en a plus, puisque plus personne n'utilise du béton. Mais par contre, le béton est là. Donc, une proposition était de dire, on va déconstruire les bâtiments qui existent, et en impression 3D, on va utiliser moins de matière, mais la matière qui est là, c'est-à-dire que chaque bâtiment devient une mine de béton. Donc, ce regard sur la ressource et sur les manières de construire, la jeune génération est capable d'avoir des pas de côté que nous n'avons pas encore. Et donc voilà, ça n'est pas une réponse définitive, mais en tout cas, parmi les pistes qui se donnent aujourd'hui. Où est la ressource?
le projet de Paris que je vous ai montré montre que le bâtiment est une ressource. Marc Jallet, architecte. Concernant la montée des eaux, je ne sais pas si vous avez déjà vu, si vous avez pu visionner un reportage qui est passé il n'y a pas longtemps sur le BAGM, qui a fait une carte qui anticipe sur, je crois, 50 ou 60 ans, hein, vous allez me corriger, hein, j'ai vu qu'il y a des ingénieurs qui sont là, c'est leur dada, et qui montre comment la submersion va affecter une partie du territoire, et en tirant une sonnette d'alarme sur les risques qu'il y a par rapport aux constructions, mais pour la sécurité aussi des gens. Je dis ça pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup du prêcheur, mais il n'y a pas besoin d'aller loin. Hein. S'il faisait jour, il suffisait de regarder en bas, ça s'appelle Grand B. Et Grand B, c'est exactement le même problème, où tout le monde sait ce qu'il faut faire, sauf qu'on bute sur un problème qui est un problème social. La municipalité n'a pas arrêté de lancer des consultations, de solliciter des équipes, et c'est clair que le principal nœud, c'est le problème social. Et quand on prend même l'historique de la constitution des baux en Guadeloupe, qui sont à part, je dirais, Saint-Claude, Gourbert et peut-être Morne-à-l'Eau, toutes les communes sont côtières. Et aujourd'hui, ce problème-là touche l'ensemble des communes. On avait fait sur Marie-Galante une enquête sur les maisons qui pourraient être, je dirais, inondées en cas de surcote marine, mais il faudrait, je crois, évacuer toute la zone qui est entre Grand-Bourg et l'aéroport de Marie-Galante. Ça n'a pas été fait. Et parce que derrière, il y a une telle pression, à la fois économique, à la fois sociale, qui montre que c'est beaucoup plus compliqué qu'on croit. Pointe-à-Pitre, c'est pareil. Tout le monde sait que Pointe-à-Pitre descend très lentement. Des bâtiments que j'ai construits il y a 2 ans à Pointe-à-Pitre ont déjà une différence d'altimétrie de 2 cm entre le sol extérieur et les bâtiments, ce qui pose un problème d'accessibilité. Et on sait comment, demain aussi, on va devoir parer à ces problèmes-là. Tout ça pour dire que ces problèmes-là, nous, les constructeurs, on ne parle pas des constructeurs, les architectes, les urbanistes, on en est conscients. Sauf qu'il faudrait quand même qu'on pose la question toujours de la réglementation. Ça veut dire que ce que tu fais aux prêcheurs et toutes ces études, toutes ces enquêtes déjà faites, à mon avis, n'auront des conséquences favorables que si à terme, elles puissent infléchir la réglementation. Je pense par exemple aux constructions sur pilotis. Je ne vois pas comment demain on peut gérer de l'économie de foncier, en même temps des surcotes marines, même s'il faut construire solide, si on ne remet pas sur le terrain des principes de construction en hauteur pour laisser, par exemple, passer de l'eau. On l'avait déjà proposé à Port-Louis, on l'a proposé aussi à Marie-Galante, mais c'est vrai qu'on bute sur le problème de la réglementation. Et je vais dire une dernière chose, c'est pour répondre à mon voisin concernant Pointe-à-Pitre. Alors j'ai entendu aussi ces histoires de vent qui s'accélèrent dans les coursives et qui ensuite qui s'éclatent. Les barres sont posées dans tous les sens. Moi personnellement, je n'y crois pas. Et la lecture que j'ai de la ville, parce que c'est une question que tu as posée concernant la direction des rues, mais qui est une analyse purement intuitive, hein, d'autres personnes pourront peut-être apporter la contre-vérité, c'est que souvent, lorsqu'on parle de la ville de Pointe-à-Pitre, de la ville de Fort-de-France, on ne fait référence qu'à la ville coloniale. On ne fait référence que la ville tirée au cordeau. Et à mon humble avis, là où il y a vraiment un vivier, un gisement de contournement, détournement, de modes d'habiter et de choses complètement éco-construites dans lesquelles on devrait puiser, c'est dans toutes les périphéries où des gens pauvres se sont agglutinés pour résister. On le voit à Trinel en Martinique, on le voit à Volga, d'ailleurs qui est au-dessous du niveau de la mer, on le voit à Pointe-à-Pitre, on le voit à Carénage. Et cette ville où il y a des îlots qui font à peu près 50-60 mètres sur 60 mètres, c'est vrai que les îlots sont carrés à Pointe-à-Pitre et ils sont rectangulaires. À mon avis, c'est parce que premièrement, il y a la direction des Alizés Est-Ouest, ça c'est ainsi que les villes se faisaient, mais aussi parce qu'il y a l'intérêt économique. Le port, il est au sud. Le port est au sud et il y a cette envie tout de suite d'aller vers les terres. Contrairement en Martinique où ils ont de la mer au sud, mais ils ont aussi de la mer à l'est. C'est un peu l'analyse que j'ai faite. Et quand on va à Pointe-à-Pitre, Pointe-à-Pitre n'a pas de façade maritime sur l'est, là où vient les Alizés. Elle n'a de la façade maritime qu'au nord. Donc peut-être ce qui peut expliquer la forme beaucoup plus régulière des carrés qui constituent la vieille ville. Bon, déjà, merci pour l'analyse. Je vais la faire mienne. En ce qui concerne le prêcheur et les difficultés de faire par ailleurs, je pense qu'il faut arrêter de dire c'est compliqué, c'est trop compliqué. Parce que dire c'est trop compliqué, c'est se donner tous les moyens de ne rien faire. Il suffit de
commencer à rentrer dans l'histoire, quoi, et se dire qu'il faut le faire. Parce que si tu ne le fais pas, c'est combien de gens qui vont mourir, prochaine houle cyclonique, prochain tsunami, ou premier, je ne sais pas. Qu'est-ce qui va se passer? On est là, nous, en tant qu'urbanistes et en tant qu'élus, on est là pour faire en sorte que les populations ne soient pas dans des situations catastrophiques. D'une certaine manière, ça renvoie à notre responsabilité professionnelle, quoi. Le simple fait qu'on le sache et qu'on ne fasse rien, je ne sais pas quelle est notre responsabilité. Donc c'est le groupe que nous sommes qui doit aussi prendre part et prendre place sur ça. Oui, on parle du prêcheur beaucoup ce soir parce que j'y travaille, mais je pense aussi qu'il n'y a pas qu'au prêcheur qui a ce travail d'expérimentation sur comment faire. Mais au prêcheur, c'est indispensable. La rivière du prêcheur, tous les jours, il y a des tractopelles et des pelleteuses qui enlèvent tout ce qui n'en finit pas d'arriver, quoi. Il y a une carrière à ciel ouvert en plein cœur du prêcheur, sous le pont. Donc la réalité du Lard est une réalité physique, quoi. Alors, le Lard, c'est L-A-H-A-R. C'est un nom d'origine indienne, me semble-t-il. Et en fait, le Lard sont des... Vous pouvez avoir des pans entiers de montagnes ou de collines qui s'effondrent. Vous ne savez pas quand ça arrive, mais quand ça arrive, c'est d'une violence infinie. En 1920, il y a eu 400 morts au prêcheur avec un Lard. Vous imaginez, quoi. Alors, c'est un bruit infini... Maintenant, tout ça est monitoré, on le suit bien. Mais ce risque-là est un risque considérable. Et entre 1920 et aujourd'hui, on a construit la médiathèque, on a construit le stade, on a construit les écoles, on a construit le gymnase dans le lit de cette rivière. On ne peut pas laisser ça. C'est juste notre responsabilité à tous face à ça. L'avantage du prêcheur, c'est que ça peut donner envie aux autres de... Excusez-moi, je vais le dire comme je pense, de se bouger le cul, quoi. Et effectivement, il y a une société préchotine aujourd'hui qui s'engage, qui a envie de faire des choses. Il y a un élu qui est capable de porter ça. Enfin, c'est un moment très positif pour le prêcheur. Et je suis heureux d'être avec eux pour ce travail-là. J'ai vécu Irma. Et alors, question simple, moi je me suis réveillé le lendemain, bon j'ai réussi à me protéger. Je pense que, sans être expérimenté, mais j'ai compris qu'il y avait quelque chose de très grave qui se passait. Je me suis protégé, et je me suis réveillé le lendemain, c'était une désolation terrible. Plus tard, j'ai vécu Maria. Bon, maintenant je suis plutôt spécialisé dans les phénomènes. Moi, j'ai pas de compétences là-dedans, mais la question, c'est justement, en Guadeloupe, par exemple, maintenant que je suis, j'essaie de comprendre un peu comment peuvent vivre les gens, justement, comment ils s'organisent par rapport à leur architecture, à leur mode de vie, en sachant que malheureusement, les phénomènes climatiques ici sont tellement exceptionnels qu'en final, tout peut être détruit en quelques secondes. Donc vous, en tant qu'architecte, voilà, par rapport à la Caraïbe, comment vous imaginez aussi ces scénarios-là, par exemple? Ça peut être ma question. Il y a des scénarios impossibles comme les pluies ardentes. Donc je ne vais pas répondre à la pluie ardente. Mais la pluie ardente est déjà tombée sur le prêcheur. Mais non, je pense que la notion de refuge est une notion sérieuse et à prendre très sereinement en compte. Il y a à la fois les refuges urbains. L'école que l'on fait va devenir un refuge pour accepter la population pendant quelques jours, et le refuge est autonome. Mais dans les maisons aussi, il faut ces pièces refuge. Il faut ces pièces solides où on se replie et où on trouve les éléments pour ça. Il y a beaucoup d'études qui se font chez les industriels pour mettre au point des systèmes techniques autonomes en énergie et en eau, notamment, pour équiper ce genre d'espace de refuge décarboné, quoi. Donc voilà, il faut penser le logement à partir de tout ça. On sait que l'on peut protéger les logements des risques qui viennent de la mer.
il suffit qu'ils ne soient plus là où ils sont, et je ne crois pas au pilotis, parce qu'il y a un risque qui est la disparition complète des infrastructures. Et c'est pas parce que tu es sur pilotis que finalement tu es sauvé, quoi, parce que après comment tu vas ailleurs. Donc il faut repenser finalement le territoire, y compris le second rang, quoi. La route, là où se trouvent aujourd'hui toutes les canalisations d'eau, alimentation, mais aussi traitement des eaux, cette route-là, elle peut très bien disparaître demain. Donc déplacer les populations, les amener dans des sites où finalement ils vont être en paix, ça c'est important. Et après il y a la réponse architecturale à proprement parler. Mais sur ça, il y a plein d'études qui sont faites. Il y a même des entreprises qui proposent des structurations à base des renforcements à base de structures en acier et qui ont breveté ce type de renfort. Enfin, il y a, à mon avis, pléthore de solutions. Et il faut le regarder sereinement. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution pour ça. On oublie très vite. Il y a eu 40 ans plein d'expériences de construction de logement social, de relogement des populations démunies ou dans l'insalubrité, etc. Et il y en a une particulièrement qu'on a laissé tomber parce qu'aujourd'hui on a structuré les marchés, que ce soit les marchés de maîtrise d'œuvre, les marchés de construction, etc. C'était celle qui consistait à aider les gens à construire leur propre logement, en leur amenant le terrain à des conditions acceptables, en amenant les réseaux et en les épaulant dans la manière de construire. Et moi j'y crois beaucoup. J'y crois d'autant plus depuis que j'ai j'ai visionné un film qui a été réalisé par l'agence des 50 pas sur la zone de Petit-Bourg où il y a des gens qui sont sur une falaise qui risquent de s'effondrer à tout moment. Ces gens-là sont en moyenne là depuis 40-50 ans. Et dans ce film, il y a une dame qui a plus de 90 ans qui explique qu'elle est arrivée là il y a 45 ans. C'est le maire qui lui a dit de se mettre là. Et à l'époque, elle ne travaillait pas. Mais quand elle est arrivée sur le lieu, elle avait, je crois, enfin, dans l'ordre, globalement, elle disait qu'elle avait 45 planches et 15 tôles, etc. Et qu'elle s'est organisée pour faire des loteries de manière à avoir un petit peu d'argent pour payer les gens qui allaient construire sa maison. Et quand je vois que ces gens refusent de sortir de là, il y a une raison. S'ils ne veulent pas sortir de là, c'est parce qu'on ne leur a pas donné la solution économique. Ces gens-là, qu'est-ce qu'on leur propose? C'est d'être logés dans des logements sociaux où il y a une moyenne de loyer. Tous les mois, il faut sortir une même somme d'argent, payer son loyer, etc. On vit dans une société qui peut paraître riche au premier abord, il y a des grosses voitures, tout le monde paraît bien habillé, etc. En réalité, on a une extrême pauvreté. Extrême, j'exagère peut-être, mais en réalité, on est un pays économiquement pauvre, où les gens n'ont pas de revenus structurés pour payer un logement de manière mensuelle. Donc je pense que c'est à nous aussi de changer notre mode d'exercice pour inventer d'autres solutions. Et moi je crois beaucoup à l'architecte qui va sortir de son cabinet, quitte à avoir, c'est pas forcément l'architecte qui va être là pour dire mais ce poteau-là, mais cette planche-là, etc. Mais il faut avoir une autre vision de notre métier pour pouvoir répondre à ce problème qui est extrêmement particulier et dont l'économie est le nerf de la guerre. Ces gens n'ont pas les moyens de rentrer dans un moule où tous les mois, ils doivent payer un loyer. Donc il faut trouver la solution autrement et leur faire faire. Ici, en Guadeloupe et d'une manière générale dans les Antilles, il y a la pratique du coup de main. Alors on peut dire qu'on est contre parce qu'on est en zone sismique, etc. Mais aussi on peut apprendre, on peut guider les gens, on peut les aider à faire leur habitat. Je pense que, vous l'avez dit tout à l'heure, l'intelligence, quand elle est collective, elle est encore plus grande. Donc si les gens s'entraident dans le quartier en disant « mais non, mais ta maison, tu l'as mal orientée, ça, ce que tu as fait là, c'est pas bon, etc. » Qu'ils le font ensemble, je pense qu'on peut avoir des résultats surprenants. Et quand aujourd'hui, on va dans des quartiers où ces expériences ont été faites, on ne peut pas reconnaître les maisons qui ont été faites en coup de main des autres. Elles ont la même esthétique pratiquement. Bon, peut-être que c'est pas parfait, mais les gens sont contents de leur logement et ils veulent pas en sortir. Et ils l'ont fait avec leurs propres deniers. C'est vrai dans ces secteurs, c'est vrai dans les quartiers plus traditionnels, hein, où les voisins se donnaient un coup de main et où on ne mettait pas la porte d'entrée de l'un en face de la porte d'entrée de l'autre. Enfin,
toutes ces choses-là, c'est un savoir-vivre ensemble qui est encore là à présent. J'espère que vous répondrez à cet appel à idées. Mais oui, parce qu'effectivement, on s'attend aussi à tout cela. La possibilité de faire évoluer les maisons et de construire soi-même, on l'a inscrite dans l'idée même de cet habitat renouvelé. Si vous voulez des exemples comme ça qui marchent extrêmement bien, vous voyez l'atelier Construire, donc c'est Julienne et Bouchin. À l'heure actuelle, sur Bordeaux, il y a une cité qui s'appelle la cité Claveau. Et donc il y a une des architectes de Construire qui habite sur le site, qui accompagne tous les locataires pour la réhabilitation de leur propre maison. Et donc les matériaux sont donnés. Enfin, vous voyez, il y a, comme vous le dites, une autre situation de l'architecte. Enfin, moi, quand je suis là-bas, je ne suis pas un artiste. J'imagine même pas que je puisse être un artiste. Que ce soit ça notre métier de demain. On est plus du côté du politique, quand même. On est plus du côté du social, de l'humain. Et effectivement, il faut repenser notre situation de ce point de vue-là. Et je vous remercie pour votre témoignage. Ça n'est pas hier. Il faut qu'on puisse continuer à faire ça. Et renouveler l'habitat nécessaire pour faire en sorte que la situation de risque ne se pérennise pas, d'autant plus qu'elle ne fait pas que se pérenniser, quand elle est de plus en plus importante. La montée des eaux, c'est pas pour rire, quoi. Et ça n'en finira pas. Donc il faut faire ce travail-là, maintenir des qualités de vie ensemble comme celles que vous décrivez. Mais oui. Ouais. Bonsoir, Joël Ferlier, artiste. Ma question rejoint celle qui vient juste d'être posée, du moins le point, puisqu'effectivement votre présentation ne donnait aucun chiffre et on est quand même dans une réalité économique. J'ai quand même le souvenir en Martinique du fameux morne Calbas. Autorisation avait été donnée pour que des logements privés soient construits sur un morne que tous les anciens connaissaient très bien pour savoir qu'il y avait une rivière souterraine qui passait. Et effectivement, il y a eu plus tard des glissements de terrain et jamais, bien sûr, les journaux, ou du moins la suite des événements, n'ont donné le coût de cette réalisation, de cette construction, du moins, et de cette perte, du coup, chiffrée. Et je crois comprendre que le procès dure toujours. On est à près de 10 ans plus tard. Donc, quand une municipalité décide d'attribuer certains terrains, etc., est-ce que vous pouvez quand même nous donner un ordre de grandeur des coûts que cela peut représenter, puisqu'on sait très bien que très souvent, malheureusement, les municipalités vont chiffrer bas à la construction, quitte à reporter le prix justement sur les usagers qui parfois n'en ont jamais les moyens, surtout sur nos territoires. Mais avez-vous un argumentaire, j'ai envie de dire, là sur le plan économique, qui pourrait faire valoir justement tout l'intérêt de vos constructions collectives? Merci. À l'heure actuelle, pas de prix. Nous, on est en train de récupérer les terrains à l'euro symbolique. Et on va continuer à avancer comme ça. Voilà. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous donner de prix parce que on en est vraiment... Vous savez, on a commencé il y a moins de 6 mois. Et en 6 mois, on a abattu beaucoup de travail, mais on n'est pas rentré dans la phase de réalisation. L'appel pour l'habitat renouvelé va nous aider à définir les conditions de ce renouvellement. Aujourd'hui, il y a des sites qui ont été reconnus. Et les anciens ne nous ont pas dit qu'il y avait de rivières souterraines sur les sites qu'on a retenus. On va vérifier, mais en tout cas, tous ceux qui étaient là... Mais on parle en permanence aux anciens. Et avec joie. Donc voilà, la question du coût d'attribution des terrains, tout ça viendra par la suite, pas avant l'année prochaine, certainement. Donc on peut se revoir, et avec joie. En tout cas, je vous remercie. Alors, j'aimerais au nom de la Maison de l'Architecture de Guadeloupe t'offrir cet ouvrage, Regard sur la ville. Certains d'entre vous, peut-être, on en a déjà entendu parler. C'est un ouvrage qui a été édité par la Maison de l'Architecture et qui fait un état des lieux de 3 années d'action et de dialogue avec des artistes, des philosophes, des architectes, des urbanistes, le grand public, des élus aussi dans les communes.
Et c'est un livre multimédia, puisqu'il contient également quelques films qui ont été réalisés par Jean-François Manicom, plasticien, photographe. Donc merci beaucoup, Philippe. Et j'aimerais aussi en profiter pour remercier toute l'équipe de la Maison de l'Architecture, remercier Laurent Darviot, qui est vice-président. J'aimerais remercier Eric Ramnal, vice-président également, de là sur le côté. J'aimerais remercier Gwenaël Besson, notre trésorier. Remercier également Émilie Berthelot, notre secrétaire. Et puis aussi Janine Cara, notre chargée de mission, qui nous a rejoint il y a quelques mois. Alors, la Maison de l'Architecture grandit au fil des années. On espère que ça va continuer, donc n'hésitez pas à adhérer pour nous soutenir. Et c'est avec joie que je vous annonce que nous vous offrons un pot de l'amitié frugal. Frugal parce que c'est pas la quantité qui fait la joie et qui fait le bonheur, c'est la qualité. Et vous êtes venus un petit peu plus nombreux que prévu. Donc, deux solutions, soit vous vous levez et vous allez en courant au buffet, c'est les premiers arrivés, les premiers servis, soit partageons avec joie le peu dont nous disposons, en toute convivialité. Et on vous donne rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles aventures et de nouvelles discussions. Juste pour vous dire que le 12 juillet, je serai à Port-Louis pour représenter la Maison de l'Architecture, pour parler de vivre ou habiter le littoral. C'est une question brûlante d'actualité puisque récemment nous avons vu des événements de colère citoyenne contre des abus qui avaient lieu sur le littoral, des gens qui s'approprient des parties du littoral. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir ou à nous suivre, je crois que ça sera retransmis en radio. Et puis sinon, toujours pareil sur notre site internet, sur la page Facebook de la MAG, sur Instagram. Merci Émilie pour ça. Si tu veux ajouter quelque chose, n'hésite pas. N'hésitez pas à nous suivre. Et puis encore une fois, un immense merci d'être venu. Parce qu'en repartant, vous allez aussi, à votre manière, en parlant avec vos proches, en échangeant avec vos amis, diffuser tout ce qui a été dit ce soir par Philippe. Et on espère aussi très bientôt pouvoir mettre en ligne cette magnifique conférence. Donc, merci encore une fois à Philippe Madec et merci à vous, cher public. Et bien, je déclare le pot de l'amitié ouvert. Voilà, c'est juste à côté ici. À très bientôt.